Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct. Alors nous sommes à l'Escale lyonnaise, un foyer de jeunes travailleurs, lieu d'une conférence ce soir d'Hervé Guémard. Hervé Guémard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes député, président de Savoie et surtout chargé par Alain Juppé d'assurer la coordination de son projet en vue de la primaire 2016. Ma première question, elle n'est pas si innocente. Dans quel cadre êtes-vous là ce soir? Vous êtes là pour les régionales ou vous êtes là pour la campagne des primaires? Non, ce n'est pas du tout une réunion pour la campagne des régionales. Alain Juppé sillonne la France pour soutenir nos candidats aux régionales. Moi, quand la campagne sera lancée pour la région Rhône-Alpes-Auvergne, je soutiendrai évidemment la liste conduite par Laurent Wauquiez. Non, là nous sommes ici à Lyon dans le cadre d'une réunion privée, ce n'est pas une réunion publique, qui réunit les membres du comité Agit pour la France, qui est patronné par notre collègue Constantin. Et c'est pour cela que je suis ici, pour parler. Alors, je n'ai pas compris, parce que Bruno Le Maire, lui, a voulu faire une conférence à Saint-Jean-de-Maurienne. Laurent Wauquiez il a expliqué que non, il ne voulait pas, dans sa région, pendant les régionales, les campagnes pour les primaires. Et vous étiez plutôt d'accord avec lui en disant qu'il ne fallait pas confondre les deux temps. Il y a une chose qui vous a échappé, c'est que Bruno Le Maire est candidat aux primaires, moi je ne le suis pas. Vous représentez Alain Juppé. Ah oui, mais je ne suis pas Alain Juppé. Je fais une réunion privée du comité de soutien à Alain Juppé à Lyon. Ce n'est pas du tout une réunion publique. Et je ne suis pas candidat à la primaire, sinon ça se saurait. D'accord. Donc c'était un peu deux poids, deux mesures. Ah non, pas du tout. Bruno Le Maire est candidat à la primaire. Et c'est vrai qu'il ne faut pas interférer avec les élections régionales. D'ailleurs, Alain Juppé ne fait que des réunions publiques de soutien aux candidats aux régionales. À la réunion de Saint-Jean-de-Maurienne dont vous parliez, il n'y avait pas sur la tribune de candidats et de candidates aux élections régionales. Donc c'était une réunion dans le cadre de la campagne de Bruno Le Maire pour l'élection primaire. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais si vous me permettez, je crois que ces politicailleries n'intéressent pas vraiment les Français. Alors un dernier mot sur l'élection des régionales qui est dans l'actualité. Vous pensez qu'elles vont être plus difficiles que prévu pour la droite? Comment vous les sentez en Rhône-Alpes? Vous pensez que vous auriez préféré un profil plus centriste? Moi, je ne suis pas du tout centriste. Michel Barnier est un ami, il est gaulliste depuis ses 16 ans, donc il n'est pas centriste. C'est un gaulliste, et un gaulliste parle par définition à tous les Français, sans regarder d'où ils viennent, pour rassembler sur un projet. Aussi bien par fidélité personnelle que par conviction, je soutenais Michel Barnier, c'est un secret pour personne. Il se trouve que c'est Laurent Wauquiez qui a été désigné, donc bien évidemment, je souhaite que Laurent Wauquiez gagne. Alors, ceci étant, toutes les élections sont difficiles, j'en ai jamais vu une de facile, premier point. Deuxième point, la date est très mal choisie. Alors c'est peut-être moins vrai à Lyon que dans nos zones de montagne, mais des élections au début décembre, ça s'est jamais vu depuis très longtemps. Je crois que la dernière fois, c'était la présidentielle de 65, donc ça ne nous rajeunit pas, en tout cas, moi je m'en souviens pas, j'étais trop petit. Et troisièmement, c'est vrai que les enjeux régionaux passent souvent au-dessus de la tête des électeurs. Une municipale est plus mobilisatrice qu'une régionale. Et d'ailleurs, c'est si vrai que traditionnellement, les régionales étaient le même jour qu'une municipale ou le même jour qu'une cantonale, selon les années. Là, c'est la première fois que nous allons avoir une élection régionale seule, à une date inhabituelle, avec une nouvelle région Rhône-Alpes-Auvergne à laquelle personne ne comprend rien. Donc, pour mobiliser les électeurs, c'est un sacré pari. Alors, il ne faut pas jeter le manche avant la cognée. Nous, on est là pour mobiliser sur le terrain, mais ce sera une élection difficile, bien sûr. Vous craignez notamment le score du Front National? Le score du Front National est toujours très élevé quand l'abstention est grande chez les autres électeurs. Alors, il ne s'agit pas du tout de relativiser la montée du Front National ces dernières années, mais quand on considère le nombre de voix plutôt que le pourcentage, la montée du Front National est à relativiser. Donc, ce qu'il faut, nous, c'est mobiliser nos électeurs traditionnels, qu'ils ne restent pas chez eux et qu'ils aillent voter pour ces élections régionales. Alors revenons à la campagne d'Alain Juppé. Vous manquez un peu de soutien dans la région lyonnaise. Il n'y a pas beaucoup de partisans d'Alain Juppé. Écoutez, on est à 13 mois de l'élection primaire et à 18 mois de l'élection présidentielle. Bon. Une élection présidentielle, ce n'est pas une législative, ce n'est pas une cantonale, ce n'est pas une régionale, ce n'est pas une municipale. C'est une élection pour laquelle une femme ou un homme s'adresse au peuple de France et lui présente son projet. Alors bien sûr qu'il faut avoir le plus grand nombre de soutiens possible. Mais ce que j'observe aujourd'hui, c'est que la plupart des parlementaires
n'ont pas pris position pour soutenir quiconque dans le cadre de cette primaire. Aujourd'hui, il n'y a qu'une petite minorité de parlementaires qui ont dit publiquement quel était leur choix. Donc, attendons de voir venir. On a réuni, il y a 15 jours à Paris, les 500 têtes de réseau de soutien à Alain Juppé, des comités Agis pour la France. Très honnêtement, on n'a pas eu du tout l'impression qu'il était isolé. Alors revenons à votre choix personnel pour Alain Juppé. Il semble de l'extérieur finalement assez naturel. Vous êtes deux enfants prodiges de la Chiraki, vous avez connu votre traversée du désert tous les deux. Finalement, mais on dit que les Français aiment beaucoup les politiques qui ont souffert, qui ont traversé des épreuves. Finalement, est-ce que c'est devenu un argument pour Alain Juppé aujourd'hui ? Non, je ne pense pas que c'est un argument. Moi, j'ai connu Alain Juppé il y a une vingtaine d'années, quand je suis entré dans la vie politique et que j'ai eu la chance d'être son secrétaire d'État aux finances, puis à la santé et à la sécurité sociale. Et dans la vie politique, moi, j'ai besoin d'admirer. Voilà, j'ai besoin d'admirer et je dirais que c'est le seul homme d'État que j'admire aujourd'hui, vraiment. Donc, mon choix ne faisait pas de doute. Et d'ailleurs, dès qu'il a posté son blog l'année dernière, à la fin du mois d'août, j'ai été un des premiers à publiquement réagir pour le soutenir. Je pense que la France a besoin d'un homme d'État, a besoin de quelqu'un de vertébré et surtout de quelqu'un qui ne fasse pas d'embarder, parce que nous sommes sur une route extrêmement glissante, à tout point de vue, à la fois du point de vue économique, compte tenu de la situation désastreuse dans laquelle nous sommes, à la fois du point de vue de la situation internationale, et on a besoin d'un ancien ministre des Affaires étrangères qui sait ce qu'est la vie internationale. Et le troisième point, qui est peut-être le plus délicat, c'est l'état de délitement dans lequel est la société française. Il faut réécrire un discours à la nation française, parce qu'aujourd'hui, il y a de tels problèmes liés à la montée de l'islamisme radical, il y a de telles crispations dans notre société que chacun, et c'est humain, se replie sur soi-même plutôt que contribue à un projet national qui est en panne. Donc c'est tout cela l'enjeu de l'élection présidentielle, l'économie, la France dans le monde et la France en elle-même. Ce qui fait la France aujourd'hui, c'est les trois raisons qui me font soutenir ardemment Alain Juppé. Alain Juppé. Donc on va poursuivre sur son programme. Je souhaite simplement au revoir aux téléspectateurs TLM et dire que nous allons justement détailler le programme d'Alain Juppé avec Hervé Guémard sur le site internet lyoncapital.fr. Alors Hervé Guémard, toujours avec vous. On se souvient, Alain Juppé, qui il est aujourd'hui, parce qu'on se souvient de lui aussi, Premier ministre, droit dans ses bottes en 1995, et qui avait des convictions pour réformer la France, mais qui n'a pas réussi. Est-ce que 20 ans plus tard, il peut réussir ce qu'il n'avait pas réussi à faire? Alors d'abord, je vais répondre à votre question. Je voudrais rappeler une partie de la vie politique d'Alain Juppé dont plus personne ne se souvient, c'est qu'il a été député et maire du 18e arrondissement de Paris, qui est un des quartiers les plus populaires. Et que depuis qu'il a quitté le 18e arrondissement, c'est la gauche qui a toujours gagné et on n'a jamais repris le 18e arrondissement à Paris. Donc il était élu parisien dans un quartier populaire avant d'être maire de Bordeaux. C'est dire s'il connaît la France dans toutes ses facettes et dans toutes ses diversités. C'est un grand maire de Bordeaux qui a fait de belles choses pour cette ville qu'il a fait complètement renaître, mais il a eu aussi une expérience parisienne dans un quartier populaire où il a encore regretté aujourd'hui. Alors en 95... Comprenez ma question, il a eu sa chance de réformer la France, il n'a pas réussi. Non, mais pourquoi il y arrive à cette fois? D'abord, sur 95, il faut regarder comment les choses se sont passées. On dit qu'il n'a pas réussi, c'est pas vrai. Qu'a-t-il fait comme réforme pendant 2 ans seulement, comme Premier ministre, 2 ans seulement, c'est très court, 2 ans. Il a institué les zones franches urbaines qui sont la matrice de la politique de la ville aujourd'hui. Et toutes les études disent que ces zones franches urbaines ont permis de créer beaucoup d'emplois dans les quartiers. Il a réformé le service national avec la professionnalisation des armées, que personne ne conteste aujourd'hui, même si on regrette qu'il n'y ait pas un service civique intégrateur. Ça, c'est la deuxième grande réforme qu'il a faite. Troisièmement, il y a tout ce qui concerne évidemment la sécurité sociale, et on a tous en mémoire les grèves, enfin pas les plus jeunes, mais ceux qui ont l'âge de se souvenir, des grèves de décembre 95. Et là-dessus, la mémoire est trompeuse, parce que la réforme de l'hôpital a été faite, la réforme de l'assurance maladie a été faite et mise en œuvre,
L'accréditation et l'évaluation des hôpitaux a été faite. La loi de financement de la sécurité sociale a été faite. Je vous rappelle qu'avant lui, le Parlement ne se prononçait pas sur le budget social de la nation, alors que c'est des masses bien supérieures au budget de l'État. Donc toutes ces réformes ont été faites. Alors pourquoi vous me posez cette question? Parce que tout le monde dit qu'il a renoncé à réformer les régimes spéciaux de retraite. En réalité, si vous relisez son discours de novembre 1995 devant l'Assemblée nationale, son discours doit faire 15 pages ou 20 pages, il y a quelques lignes sur les régimes spéciaux où il dit « je mets en place une commission pour réformer les régimes spéciaux ». Pour étudier les différentes hypothèses. Et là, il y a eu, évidemment, comme il y a parfois en politique des crashs, il y a eu un télescopage, si je puis dire, entre la question de la renégociation du contrat de plan entre l'État et la SNCF à l'époque, puis la RATP, et cette petite phrase sur la commission chargée de réformer les régimes spéciaux qui a provoqué les grèves que l'on sait. Mais si vous regardez la substance des réformes, notamment sur la protection sociale, il a fait le job et nous derrière qui le soutenions. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait des erreurs, il le dit lui-même. Et je pense qu'il y a eu 2 erreurs majeures en 1995, notamment pour la réforme de la médecine libérale, c'est de mélanger les mesures de court terme avec les mesures structurelles. Et à l'époque, il y a eu vis-à-vis des médecins un vrai malentendu lié à des sanctions collectives, dites collectives, qui ont beaucoup choqué et qui ont obscurci l'accord global sur la maîtrise médicalisée de la dépense. Et deuxièmement, comme je le disais, il y a eu un mauvais pilotage, si je puis dire, à Matignon, puisqu'on n'a pas vu le télescopage entre la question de la SNCF et la question de la petite partie du discours qui était consacrée aux retraites. Quelles leçons vous en tirez pour 2017, puisque vous dites que 2017, c'est la dernière chance de la France? Je pense vraiment que c'est la dernière chance de la France. Alors d'abord, il y a une première leçon, c'est qu'il faut dire avant ce que l'on va faire. Parce qu'en 1995, vous vous souvenez du contexte politique particulier, avec la compétition au premier tour entre Jacques Chirac et Édouard Balladur, que Jacques Chirac a décidé de ne pas dissoudre l'Assemblée nationale, donc il y avait une majorité qui n'était pas cohérente. Deuxièmement, à partir de mai-juin, on s'est rendu compte que le déficit de la sécurité sociale était plus important qu'on ne le pensait pendant la campagne électorale, donc le contexte budgétaire de la Sécu était différent de ce qu'on avait attendu. Et enfin, on a eu au mois de juillet 1995, maintenant ça semble de l'histoire ancienne parce qu'on n'a plus le franc mais l'euro, mais il y a eu une secousse formidable sur le marché d'échange contre le franc. Et donc, il a fallu puiser dans nos réserves pour défendre la parité du franc et prendre des mesures de redressement budgétaire et fiscal pour, entre guillemets, rassurer les marchés. Et donc, ce nouveau contexte était complètement en désaccord avec le climat de la campagne de Chirac. Bon. C'est compliqué d'être pendant la campagne, tenir un discours, et puis après, il y a la réalité qui peut rattraper aussi. Moi, je veux dire une chose, je pense que les Français sont en avance sur leurs hommes politiques et sur leurs femmes politiques. Et que les gens savent très bien quelle est la situation du pays, ils savent très bien qu'il faut se retrousser les manches, ils savent très bien que ces élections sont les élections de la dernière chance. Donc l'intention de Juppé, il l'a dit d'ailleurs, c'est de dire avant ce qu'il fera et dans quel ordre il le fera. À la question sempiternelle qu'on lui pose, que ferez-vous pendant vos 100 premiers jours? Il répond, je vais vous dire, c'est les 100 jours d'avant qui comptent, entre la primaire et l'élection présidentielle, pour dire clairement ce qu'on va faire. C'est ça la marque de fabrique Juppé, et c'est ce à quoi il va se tenir. Donner un programme du coup pour les 5 ans et pas pour les 100 jours. Non, alors, pour les 5 ans, bien sûr. Alors vous êtes chargé de coordonner le projet d'Alain Juppé, et en même temps vous venez de sortir un livre sur les 13 moments de bonheur des Français. Comment puiser dans l'histoire vous a inspiré pour le projet d'Alain Juppé? Alors, ce livre n'est pas du tout lié à la campagne de Juppé, parce que j'ai commencé de l'écrire il y a 3 ans et demi. C'est un éditeur qui m'a passé cette commande suite à une conversation. Donc, il se trouve qu'il sort maintenant, mais c'est 25 ans de lecture et 3 ans d'écriture. Et j'ai pris effectivement 13 journées dans l'histoire de France, de l'entrée d'Henri IV dans Paris jusqu'à la Coupe du Monde de foot de 98, et avec un événement rhône-alpin, si je puis dire, grenoblois, qui sont les 3 médailles d'or de Jean-Claude Killy aux Jeux de Grenoble à 68. Bon. Alors, l'histoire ne se répète jamais, contrairement à ce qu'on dit, donc il faut beaucoup se méfier des comparaisons historiques, mais je vois quand même 3
3 lignes de force. Bon. La première, c'est que la France est heureuse et grande quand elle est unie. C'est vrai qu'on a un pays, comme le disait le général de Gaulle, qui est prompt aux dissensions et aux querelles. Bon, ça fait partie du code génétique de la France. On a des hauts, on a des bas, mais les moments de haut sont les moments d'unité, où on quitte le petit jeu étriqué et nombriliste pour construire un grand nous. Ça, c'est le premier point, c'est l'unité. Et je pense qu'en ce moment, notre pays a besoin d'unité. Il ne s'agit pas de faire comme l'autruche et de mettre la tête dans le sable pour ne pas regarder les problèmes, mais tout simplement de dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans un climat de guerre civile, où tout le monde a peur, où tout le monde refuse l'autre, où tout le monde s'insulte, ou si on essaye de reconstruire un projet français? Il faudrait gagner l'Euro 2016, en fait. Comment? Il faudrait gagner l'Euro 2016. Ça ne suffirait pas. Ce serait formidable, et j'espère qu'on le gagnera, mais ça ne suffira malheureusement pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'économie. Parce qu'en France, on méprise toujours l'économie. Et quand on regarde l'histoire de France, les Français ont été heureux d'abord quand ils n'ont pas eu faim, et quand ils ont eu du boulot. Le fléau de la France pendant des années, ça a été le manque de céréales. Ça, c'est l'ancien ministre de l'Agriculture qui parle. On oublie complètement que dans les années 50-60, la France hexagonale n'était pas autosuffisante alimentairement. C'est pour ça que De Gaulle a voulu cette politique agricole commune. Et le fléau de la faim s'est transformé au XXe siècle en fléau du chômage. Donc, contrairement à ce qu'on dit parfois, l'intendance ne suit pas, l'intendance, elle précède et elle accompagne. Et c'est pour ça que les questions économiques sont importantes. Et si on peut prendre un exemple historique, et j'en viens à mon troisième point, qui est qu'il faut qu'il y ait à certains moments des décisions courageuses qui soient prises. Et ça, on le voit dans l'histoire de France. Henri IV a pris des décisions très courageuses pour sortir des guerres de religion et construire une France moderne. Vous savez, c'est les années Sully avec la poule au pot. Napoléon III, qui est très décrié, a complètement modernisé le pays avec les chemins de fer, le système bancaire, le traité commercial avec la Grande-Bretagne. L'exposition universelle. L'exposition universelle de 1867 dont je parle dans mon livre. Et De Gaulle, en 58, il fait un truc incroyable. Parce que c'est vrai que 58, dans la mémoire, c'est lié forcément à un changement de régime et à la nouvelle Constitution, bien sûr. C'est lié, hélas, aussi au drame algérien dont on n'a pas fini de panser les plaies et de payer les inconséquences, mais c'est aussi une intense réforme économique et sociale. Je veux dire, entre le 4 juin 1958 et le 4 février 1959, il y a 385 ordonnances qui sont prises pour moderniser la France. Dans le même temps, il décide, De Gaulle, conseillé par Jacques Rueff, de rentrer dans le marché commun au 1er janvier 1959, alors que tout le monde pensait que la France ne pourrait pas supporter la concurrence. Les patrons, à l'époque, le MEDEF, le CNPF, disaient « Oh là là, il ne faut pas plus de 10% d'ouverture des marchés ». Les inspecteurs des finances de la rue de Rivoli, au ministère des Finances, disaient « Oh là là, il ne faut pas plus de 40% d'ouverture des marchés ». De Gaulle décide d'ouvrir les marchés à 90% et de proposer aux Américains, avec les Allemands, une négociation commerciale. L'association des banques lui dit « Pas question de mettre fin à l'inconvertibilité du franc », puisque le franc était inconvertible depuis 1936, depuis le franc populaire. De Gaulle décide de rétablir la convertibilité du franc après avoir dévalué, de créer le nouveau franc. Donc ça, c'était des décisions courageuses. Elles auraient pu ne pas être prises. Et d'ailleurs, on ne va pas refaire l'histoire, mais si De Gaulle n'était pas revenu aux manettes, par exemple, on ne serait pas rentré dans le marché commun. Et on serait resté une France hexagonale, crispée sur elle-même, protectionniste, et on n'aurait pas connu, ça c'est sûr, l'expansion économique qu'on a connue dans les années 60 et les années 70. Donc l'histoire ne se répète jamais, mais pour moi, 3 mots importants, l'unité nationale, l'économie et la réforme au bon moment. Et alors vous le voyez comment, en conclusion de cet entretien, le prochain jour de bonheur de la France? Alors ça, c'est un livre d'histoire et pas un livre politique. D'ailleurs, je m'arrête à la fin du XXe siècle, donc je tire pas de plan sur la comète, mais moi je souhaite simplement que les Français retrouvent le goût de vivre ensemble. Je souhaite simplement que nous puissions permettre à toutes ces énergies que nous avons de se déployer, parce qu'on a un véritable carcan, on a une chape de plomb dans notre pays qui décourage les entrepreneurs, qui décourage les entreprises, et
qu'ensemble et tous ensemble, on réécrive une nouvelle page du bonheur et de la grandeur française, et je pense que c'est tout à fait possible. Mais pour faire ça, il faut s'aimer soi-même. Parce qu'on ne s'aime pas assez qu'on n'aime pas les autres, et qu'on est autant jaloux, envieux, pinailleur. Voilà, je pense qu'il faut ouvrir les fenêtres, qu'on ait un grand courant d'air et qu'on reconstruise un vrai projet républicain, national et solidaire. Et ça peut se faire autour de la victoire d'Alain Juppé, je l'espère. Moi, je travaille pas tout seul. On est de très nombreux Français venant de toutes origines, de toutes opinions politiques qui voulons l'aider à bâtir son projet. Lui-même, ça fait depuis sa déclaration de candidature qu'il sillonne la France. Il est 2 ou 3 jours par semaine à labourer le terrain, à discuter avec des gens, avec des entrepreneurs, des associations, des Français, quoi. Voilà, donc c'est lui qui portera ce projet pour les Français, oui. Il est en campagne, on voit que vous aussi. Hervé Guémard, merci d'avoir pris votre temps pour l'émission Notre Direct. Et puis moi, je vous souhaite à bientôt pour une nouvelle émission.